Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film The Whip and the Body. On regarde ça. Where am I? Le corps et le fouet est un film gothique d'horreur et de romance sombre réalisé en 1963 par Mario Bava. Après plusieurs années d'absence, Kurt Manliff retourne au château familial voir son père, le comte Manliff, pour reprendre les droits et les richesses qu'il a perdues. Kurt est un homme cruel, dominateur et absolument monstrueux. Félicitant son frère Christian d'avoir épousé Nevenka, une ancienne amoureuse de Kurt, celui-ci semble cacher ses véritables intentions. Retrouvant Nevenka sur le bord de la mer, Kurt la fouette avec violence. Mais Nevenka semble à la fois terrifiée et attirée par cette violence. Un mélange de douleur, de désir et de dépendance s'installe. Par contre, peu après son retour, Kurt est retrouvé mort, assassiné d'un coup de couteau dans sa chambre. Mais la terreur ne fait que commencer, puisque Nevenka commence à voir le spectre de Kurt hanter le château. Des gens commencent à mourir un par un, et le mystère plane comme une malédiction infernale. Est-ce que le fantôme de Kurt est revenu se venger de son meurtre? Ou bien il est pas vraiment mort? Il y a beaucoup de gens qui me demandent très souvent c'est qui mon réalisateur d'horreur italien préféré. Et par beaucoup de gens, je veux dire, pas un hostie de chat. Mais je vais quand même répondre à cette question, c'est bel et bien Mario Bava. Je veux dire, Argento, Fulci, D'Amato sont toutes fucking incroyables. Ils ont toutes fait des films que j'adore vraiment beaucoup. Mais Mario Bava a un style, il a une façon de faire ses films, de cadrer ses images, de raconter ses histoires qui me plaît vraiment beaucoup. Mario Bava est le fils d'Eugenio Bava, qui lui était un sculpteur, caméraman ainsi qu'un pionnier des effets spéciaux en Italie. Quand Mario était vraiment très jeune, il allait souvent sur les tournages de son père pour voir comment ça se passait. Et il a vraiment été très influencé par son travail. Des années plus tard, Mario a essayé de devenir peintre, mais il n'a pas réussi à faire de cet art-là quelque chose de lucratif. Donc, il a décidé d'aller travailler pour son père en cinéma et il a vraiment façonné assez rapidement une très grande réputation de caméraman et de directeur photo. Il a participé au film I, Vampiri, qui est le premier film d'horreur italien de l'ère du cinéma parlant. Et en fait, il était engagé comme directeur photo, mais le réalisateur du film, Riccardo Freda, en plein milieu du tournage, il est parti, il voulait plus rien savoir du film, il y a eu probablement des désaccords avec les producteurs. Fait que Mario Bava s'est retrouvé comme réalisateur, donc il a tourné la moitié du film, si on peut dire, puis dans le fond, il a rajouté des trucs au scénario, il a rajouté des effets spéciaux, des scènes classiques, il a fait de la direction photo aussi, puis c'est vraiment lâché lousse, puis ça a été un film qui a quand même été populaire, puis qui a quand même un peu lancé sa carrière, même s'il a seulement co-réalisé le film. Il a aussi co-réalisé le film The Day the Sky Exploded, un film de 1958, qui est en fait le premier film de science-fiction du cinéma italien. Donc on peut vraiment dire que Mario Bava a eu un gros impact dans le cinéma, même si ce départ-là, c'était des co-réalisations. Il a quand même aidé à partir deux genres dans le cinéma italien, ce qui est quand même vraiment fucking cool, et ça mérite le respect. Mais c'est en 1960 que Mario Bava a la chance de réaliser son premier long-métrage, le film Black Sunday. Étant d'abord mal reçu en Italie, le film est comme félicité un peu partout où il va, notamment en France, et fait en sorte que l'actrice Barbara Steele devient une véritable icône du genre de l'horreur. Une fois ce film-là terminé, Mario va passer pas mal le reste de sa vie à faire du cinéma d'horreur. C'est arrivé à quelques reprises qu'il a changé de style, mais je dirais que facilement le 7/8e de sa filmographie, ça reste des films d'horreur. Donc il a fait des classiques comme Blood and Black Lace, Kill Baby Kill, A Bay of Blood et Black Sabbath. Mario Bava est vraiment un icône de l'horreur et il a œuvré quand même pas mal dans le gothisme. Il a influencé le style de slasher américain d'ailleurs avec son film A Bay of Blood. Beaucoup de slashers s'en sont inspirés pour faire leur film. D'ailleurs, le film Vendredi 13 partie 2 disons, rendu de très gros hommages à
Bay of Blood dans le film. D'ailleurs, il y a un meurtre que, bon, c'est pas mal la même affaire. Mais aussi, Mario Bava est reconnu pour être le créateur du style d'horreur italien qu'on appelle le giallo, qui est une espèce de mélange de slasher, même si le slasher n'était pas tout à fait créé à l'époque qu'il a commencé ça, mais il y a des éléments justement qui nous rappellent le slasher, mais avec un mélange de suspense à la Alfred Hitchcock. Bien que des réalisateurs comme Dario Argento ont vraiment popularisé le genre de façon internationale, c'est vraiment Mario qui est comme le créateur de ce style. C'est un réalisateur qui mérite amplement son surnom, le maestro du macabre. Ce qui est assez cool aussi, c'est que Mario a lui aussi invité son fils sur ses tournages. Donc son fils Lamberto a été assistant réalisateur sur plusieurs des films de Mario. Et en fait, est devenu lui-même un réalisateur de films d'horreur. Donc, il a commencé sa carrière avec des films que, personnellement, je qualifierais de semi-intéressants, comme A Blade in the Dark. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez moyen. Mais jusqu'à faire des films vraiment des classiques du genre, comme le film Démon, je pense que c'est son meilleur film. Et je me rappelle avoir vu une entrevue que lui aussi disait que Démon, c'est son meilleur film. J'adore ce film-là. C'est un classique, c'est un gore fest de folie. Puis c'est vraiment un film qui est over the top, complètement fou. Fait que si vous n'avez pas vu Démon de Lamberto Bava, je vous le conseille vraiment. Mais ce que je trouve cool, c'est que le cinéma d'horreur, c'est vraiment une histoire de famille. T'sais, ça a commencé avec Eugenio, ça a tombé sur Mario, puis ça a tombé sur Lamberto aussi. Je trouve ça quand même fun comme situation. Le film met en vedette Dalia Lavi, qui est une actrice, chanteuse et top modèle qui est née en Palestine mandataire. Honnêtement, je la connais pas beaucoup. Je sais qu'elle a joué dans une adaptation d'Agatha Christie, le film Les 10 Petits Indiens, qui est sorti en 63, je pense. Mais un de ses plus gros rôles, je dirais, elle a joué dans le film James Bond, c'était Casino Royale en 1967. Bien sûr, le visage le plus familier du film, c'est l'acteur, le légendaire Christopher Lee, qui a joué dans énormément de films d'horreur. Il a joué aux côtés de très grands acteurs comme Peter Cushing, Boris Karloff et Vincent Price. Il a effrayé une génération en prenant le rôle de Dracula dans 10 films. Il a joué un vilain de la série James Bond, un vilain que j'ai vraiment adoré dans le film The Man with a Golden Gun. Il a sorti des albums metal quand il avait entre 88 et 92 ans. C'est lui aussi qui a joué le rôle de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. C'était un très grand acteur, un très grand homme et qui est digne de respect. Maintenant, attaquons-nous au film The Whip in the Body en parlant de sa plus grande qualité, je pourrais dire, le style visuel. J'ai nommé plutôt que Mario Bava était peintre et ça se traduit énormément dans ses films en général, mais particulièrement dans The Whip in the Body, c'est juste complètement... L'utilisation de la lumière, des couleurs, des cadrages, des mouvements de caméra, tout est utilisé en main de maître pour offrir une oppression gothique vraiment, vraiment fascinante. Il réussit à amplifier les émotions des personnages en utilisant une technique vraiment, vraiment efficace. Je vous donne des exemples. Le personnage de Nevenka est terrorisé par Kurt, autant quand il était vivant que par son spectre qui hante les couloirs du château. Pour marquer son sentiment d'oppression, Nevenka est souvent dans des lumières qui l'emprisonnent. On la voit bien ici où son visage semble découpé dans la lumière pour mettre l'accent sur son visage qui est apeuré. Plus tard, il va même plus loin en ne montrant que ses yeux dans l'insécurité de sa chambre. Elle entend des bruits et elle cherche la noirceur pour trouver ce qui la terrorise. En voyant la poignée de porte bouger, elle se lève pour nous dévoiler son visage entouré de noirceur encore, montrant le début de sa panique. Lorsque la main de Kurt émerge des ténèbres, Nevenka perd complètement la tête. Un autre exemple que j'adore, c'est quand Nevenka, dans une autre nuit, explore les méandres du château. Elle avance dans le corridor vers la porte du fond. L'éclairage est à la gauche de son visage. Puis elle tombe dans le noir. Puis l'éclairage vient de la droite. Puis elle revient dans l'ombre. Et puis ça revient à gauche. Puis la scène continue un peu, puis ça rajoute vraiment beaucoup de tension, puis je trouve ça super efficace, je trouve que ça donne vraiment une espèce de vibe angoissante, un peu surréaliste, de savoir, tu sais, qu'est-ce qui va arriver, on dirait que tout peut arriver, puis que le danger peut venir de n'importe où, on dirait que c'est comme un truc
c'est équilibré, mais en même temps, c'est déstabilisant parce que l'éclairage est vraiment jamais à la même place. Fait que je trouve que ça donne vraiment un effet, genre, fucking cool. Genre, c'est une super bonne idée artistique. Je trouve que ça look vraiment énormément. Puis c'est une méthode que Bava a réutilisée dans sa carrière également. Comme dans cet exemple du film The Hatchet and the Honeymoon, réalisé en 1970. C'est un excellent film de tueur et de malédiction spectrale, et on voit que l'effet est encore là et est fucking cool. Mais pas aussi cool que dans Whip and the Body. Ensuite, quand Nevenka a ouvert la porte de la pièce et qu'elle voit ce qu'il y a dedans, elle commence une espèce de crise de panique qui se traduit visuellement par des zooms in and out et se fond sur des bruits de sa respiration. Le film est visuellement incroyable. Plusieurs plans nous donnent l'impression de regarder une peinture vivante. C'est juste vraiment magnifique. Les décors, la mise en scène sont vraiment époustouflants et uniques. L'utilisation de la musique est vraiment intéressante aussi, mais en fait, j'espère que vous allez apprécier la tune thème du film, parce que je vais être honnête, c'est pas mal la seule qui joue, du moins la seule que j'ai vraiment remarqué, parce que elle joue tout le temps, tout le long du film. Pas tout le temps, mais à chaque fois qu'il y a une scène un peu angoissante, un plan un peu ténébreux, la toune se met à jouer, genre. Pis tu sais, moi personnellement, je trouve ça cool. J'aime ça quand que un film a son propre thème musical. Je trouve que ça fait une espèce de cohésion là-dedans. Un peu comme le film Halloween de John Carpenter. Tu sais, je veux dire, la tune est tellement classique, elle est tellement culte. T'entends ta note, après 2 notes, tu sais c'est quelle tune qui joue. Mais tu sais, tu regardes le premier Halloween, elle joue tout le temps. Tu sais, elle joue vraiment souvent. Il y a des moments de silence, tout ça. Mais quand il y a une tune qui part, c'est la tune thème du film. Puis dans le film de Whip and the Body, c'est un peu le même principe. Dans le fond, quand il y a une tune qui part, c'est celle-là. Moi, je la trouve bonne, je la trouve angoissante. Mais je trouve ça le fun, tu sais, je trouve que ça fait que le film est comme sa propre entité. Tant un peu, on dirait que le thème musical me dit quelque chose. On dirait presque qu'une émission d'horreur jeunesse a un thème musical qui lui ressemble. Donc visuellement, le film est très intéressant. Musicalement, je trouve que le film tient la route. Est-ce que l'histoire vaut la peine? La plupart des gens qui critiquent le film disent qu'il est trop lent et qu'il est trop ambigu. Pour la lenteur, là, ben c'est absolument vrai. Le film est très lent. Mais personnellement, je le perçois pas comme un défaut. Au contraire. C'est vrai que si vous êtes des spectateurs plus modernes, qui est habitués à des récits vraiment rapides, des coupures de montage vraiment chaotiques, vraiment intenses, avec plein d'actions, vous allez sûrement chier à terre en regardant ça. Le film prend vraiment son temps. Mais selon moi, ça renforce l'idée de détresse psychologique, parce que oui, derrière la brume, les couloirs, le fantôme, se cache une histoire d'obsession et d'horreur psychologique qui peut être dérangeante. Pour un film de 1963, Le corps et le fouet est assez audacieux parce que un des thèmes principaux du film, c'est le sadomasochisme. Le film n'est pas explicite, mais à l'époque, voir une femme se faire fouetter et se tortiller de plaisir, c'était crissement controversé. D'habitude, les films de Bava ont des histoires assez simples, c'est pas des histoires vraiment complexes. Puis on pourrait penser la même chose de The Whip and the Body au premier coup d'œil, mais le film aborde des thèmes assez sombres qui complexifient beaucoup la relation des personnages. Le désir interdit, la culpabilité sexuelle, la dépendance émotionnelle, l'attirance envers tout ce qui nous détruit et la déchirure entre le monde de la société et notre nature plus animale. Puis dans ce film-là, Bava aborde pas ces thèmes-là de façon sensationnaliste ou exploitative. Il le montre plus subtilement comme une espèce de prison émotionnelle. Puis on n'a pas l'impression que le réalisateur juge ses personnages. Il fait juste nous les montrer de façon véridique, sans artifice et sans masque civilisé. Nevenka ne peut pas vivre sans Kurt, mais Kurt est précisément ce qui la détruit. On en vient même à se demander si le fantôme existe vraiment, ou c'est juste une espèce de métaphore de descente vers la folie. Et le film laisse un peu de place à l'interprétation, donc ça sera à vous de regarder le film et de l'analyser comme vous le voulez.
C'est un peu de là que l'ambiguïté peut émerger. Est-ce que Kurt est un fantôme? Est-ce que il est pas vraiment mort? Est-ce qu'il existe vraiment ou il est juste dans la tête de Nevenka? C'est plein de mystères qui existent un peu en même temps, mais selon moi, ça apporte un niveau de tension vraiment, vraiment efficace. C'est que tout le long, on se demande un peu c'est quoi la véritable réponse. Mais il y a aussi le fait, au niveau de l'ambiguïté, il y a aussi le fait que dans certains pays, vu que c'était un sujet qui était très controversé, le film a été censuré un petit peu, puis en coupant des scènes, ben ça fait en sorte que le monde comprenait pas vraiment tout le film, parce qu'ils ont enlevé surtout les scènes d'émotion ou sensualité entre Nevenka et Kurt. Fait qu'en enlevant des trucs comme ça, ben le film se suivait moins bien. Fait qu'il y avait beaucoup de ça à l'époque, mais aujourd'hui, quand que, mettons, on parle du film, les gens disent qu'il est ambigu, c'est surtout par rapport à la nature de Kurt lui-même. Mais en même temps de ça, ce qui est assez cool, c'est que le film joue avec une espèce de concept pré-slasher, pré-giallo, puis qui est vraiment bien utilisé. Il y a quand même un peu de personnages dans le film, donc si on compte Kurt lui-même, il y a aussi Christian, il y a Nevenka, il y a le comte, il y a la cousine qui s'appelle Katia, il y a les serviteurs du château, puis tout le monde a une raison d'haïr Kurt, tout le monde l'haït, tout le monde l'aime pas, fait que quand Kurt se fait poignarder dans sa chambre, tout le monde est un suspect. Fait que ça rajoute des énigmes intéressantes, un peu genre de clous, que tu fais comme, bon, c'est qui l'a tué? Mais après ça, quand les gens commencent à mourir un par un, ben là, c'est-tu Kurt qui tue? C'est-tu un humain qui tue les autres? Tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Tous ces mystères-là sont vraiment juste le fun, personnellement. Fait que oui, le film se déroule lentement, mais selon moi, quand je regarde le film, je sens quand même qu'il y a une tension par tout ce que je viens de nommer. Fait que je trouve que ça crée une ambiance vraiment le fun. Puis je pense que majoritairement le film, c'est un film d'ambiance. Il n'y a pas du gros gore, il n'y a pas de l'action, mais c'est l'ambiance un peu surréelle, l'ambiance gothique, les mystères, tout le monde se trosse pas, puis c'est comme, est-ce qu'il est vraiment mort? Ça crée vraiment un truc vraiment cool. Mais le film est pas parfait par contre. Il y a des trucs, particulièrement un truc de montage qui m'énerve vraiment au début du film, puis ça m'énerve à chaque fois que je le vois. Le premier plan du film, on voit le château et la mer, puis le plan coupe à un plan plus rapproché de la même chose, mais pas tout à fait dans le même angle. Puis là, on voit Kurt qui arrive en cheval. Puis cette coupure de montage-là me coupe vraiment les yeux chien andalou style, parce que c'est un raccord qui est tellement dégueulasse. Puis je comprends pas que ça aille passer au conseil, puis que c'est dans le film final. Tu sais, je veux dire, il aurait dû mettre un plan entre les deux. Tu sais, mettons que t'as le premier plan, parce que t'as le plan vraiment large, le establishing shot du château. Après ça, tu mets un plan de Kurt de face qui est à cheval. Puis après ça, ben, tu remets l'autre plan où ce qui arrive plus proche. Puis au pire, mettons, dans le pire des cas, si tu t'arrives au montage, puis tu te rends compte que t'as oublié de filmer la partie où ce que tu vois Kurt de face, puis que t'as pas de plan à mettre entre les deux, ben au pire, choisis entre les deux plans, mais pas les deux back-to-back. Tu sais, comme enlève le premier qui est comme plus large, tu mets le deuxième, Kurt arrive en cheval, puis that's it. Selon moi, c'est comme... Tu sais, à la limite, puis même si, mettons, que tu veux pas faire ça, à la limite, je sais pas, tu mets une partie noire, tu sais, mettons, tu mets le premier plan, tu mets une partie noire, puis tu montes le titre, puis après ça, tu mets l'autre. Mais genre, je comprends pas comment c'est rendu dans le film. Il y a aussi ce raccord-là qui est pas tout à fait incroyable. Il y a aussi un autre gros truc, un gros truc tout dépendamment de votre familiarité avec le cinéma de Christopher Lee, parce que la voix de Christopher Lee dans le film, c'est pas la sienne. Parce que pour ceux qui connaissent bien Christopher Lee, qui ont vu beaucoup de ses films, on sait que Christopher Lee a une voix qui est vraiment particulière, il a une façon à lui de prononcer les mots, il a comme sa propre façon de parler, puis tu sais, elle est vraiment, on la reconnaît vraiment. Mais quand ils ont fait le film, dans le fond, ils ont tourné le film au complet, ils ont fait le montage, puis après ça, dans le fond, ils font ce qu'on appelle du ADR, dans le fond, qui est une technique un peu de doublage, que pour avoir le meilleur son possible, ben, les acteurs retournent, dans le fond, en studio, puis ils vont enregistrer leur dialogue par-dessus les images du film pour justement que le son soit meilleur. Mais quand ils ont demandé à Christopher Lee de revenir pour faire ça, lui, il pouvait pas. Dans le fond, il avait comme d'autres engagements, puis il avait pas le temps de le faire. Fait qu'il a dit à Mario Bava, prends un autre acteur pour le faire à ma place. J'ai pas vraiment le temps d'y aller. Puis c'est ce que Bava a fait. Puis ça paraît... Puis c'est pas incroyable. C'est pas à chier, mais quand tu connais sa voix, t'as comme un don de décalage. Tu t'habitues au courant du film, mais c'est quand même bizarre.
Puis ça s'avère que c'est une décision que Christopher Lee a regretté pas mal toute sa vie. Donc, malgré ses petits défauts par-ci par-là, le fait que le film est très lent, qu'il peut sembler un peu confus, qu'il répond pas nécessairement à toutes les questions, que les personnages secondaires sont pas vraiment développés, on les connaît pas vraiment beaucoup, puis le fait, mettons que l'acting du film peut parfois sembler un peu mélodramatique. Surtout que c'est sûr qu'à l'époque, c'était comme des fois les acteurs étaient beaucoup plus théâtrales, c'est une façon de jouer de l'époque qui était quand même populaire, puis ça arrive à certains moments, tu sais, que c'est comme t'sais, c'est comme ça se voit plus beaucoup aujourd'hui, puis c'est comme vraiment, c'était vraiment comme ça que ça jouait à l'époque. Moi, ça me dérange pas du tout, je trouve que ça fit avec le style, mais ça peut quand même écorcher les yeux de certaines personnes. Je trouve que ce film-là reste un classique du cinéma gothique, puis selon moi, la plupart de ses défauts donne une atmosphère un peu hypnotique, puis ça transforme le film en une expérience qui est vraiment unique. Au fond, The Whip and the Body, c'est pas seulement un film de fantôme, c'est une tragédie gothique sur le désir et l'obsession. Mario Bava transforme un simple récit de hantise en quelque chose de beaucoup plus troublant, l'histoire d'une femme qui tente de se libérer d'un amour destructeur, mais qui découvre que certaines passions laissent des cicatrices impossibles à effacer. Même après la mort de Kurt, son emprise continue d'exister, pas seulement comme un spectre qui hante les couloirs du château, mais comme une présence dans l'esprit de Nevenka. Avec ses couleurs hypnotiques, ses ombres qui semblent respirer et l'atmosphère étrange qui installe, le film devient presque un rêve fiévreux, quelque part entre le romantisme noir et le cauchemar. Tout ça pour dire que les fantômes vivent pas seulement dans les châteaux abandonnés, mais vivent aussi dans la passion humaine, celle qui refuse de mourir. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie, et à la prochaine!